On passe la parole à Nicolas, merci. Les grèves du 5 décembre ne m'ont pas permis de prendre mon avion de retour pour la Nouvelle-Calédonie comme c'était prévu et de rentrer dans de bonnes conditions pour que nous puissions échanger sur cette journée centralienne d'un format nouveau et que je salue. C'est donc à distance que je m'exprime auprès de vous, mais avec un plaisir extrême de retrouver, de pouvoir échanger à la fois de manière professionnelle et décontractée dans le cadre de cette camaraderie centralienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas Imbert, je suis donc centralien de Lyon, promo 99, et après avoir exercé un petit peu plus de 15 ans dans le conseil en stratégie et en développement durable, j'ai décidé en 2011, aux côtés de Jean-Michel Cousteau, plongeur, réalisateur et fils de passer du domaine du conseil à celui de l'entrepreneuriat dans des associations environnementales et des ONG, et de créer en France une branche représentative de Green Cross, cette association environnementale et humaniste que Mikhaïl Gorbatchev a initiée en 1993 suite au Forum de Rio en 1992. Mikhaïl Gorbatchev, à cette époque-là, n'était déjà plus président de l'URSS, mais il avait la lourde tâche de pouvoir animer, travailler et faire parvenir à un accord les 143 chefs d'État réunis pour la première fois ensemble à Rio autour de l'urgence du dérèglement climatique. Et il s'est aperçu que si l'on ne complétait pas les négociations internationales par des actions de terrain sur le quotidien des populations, à l'image de ce que la Croix-Rouge a su faire pendant 150 ans dans le domaine social, ça serait extrêmement compliqué de parler lutte contre le dérèglement climatique. C'est pourquoi Green Cross s'engage au quotidien sur 5 domaines d'activité: l'eau, le littoral et l'océan, les sujets alimentaires, l'agriculture, l'aquaculture et la pêche, les sujets de transition énergétique, les questions de ville durable et d'économie circulaire, et également la coopération, les solidarités et la géopolitique. Peut-être trouverez-vous que c'est un parcours étrange pour un centralien que de s'engager sur la voie d'une organisation non gouvernementale et de contribuer comme ceci à l'émergence et à la voie de la société civile. Mais finalement, le métier qui est le mien en tant que directeur de Green Cross, c'est de donner à des dirigeants publics et privés des clés pour agir, des leviers, des pistes de solutions, des éléments de réflexion, ce qu'on appelle des inspirations, qu'ils puissent utiliser le plus opérationnellement possible afin d'opérer la transformation écologique de leurs économies, de nos sociétés et de nos modes de fonctionnement collectifs. C'est un défi considérable, et ce que la science nous indique à travers les rapports successifs du GIEC, mais plus encore depuis le rapport spécial du GIEC de septembre 2019 sur la cryosphère et l'océan, c'est que nous n'avons que très peu de temps, 2 à 10 ans, pour changer le monde et pour mettre en place à la fois des mesures d'atténuation et d'adaptation d'une manière absolument drastique afin d'être en état sur les territoires de passer de la vulnérabilité à la résilience. L'effort qui doit être le nôtre n'est pas, comme on l'imaginait initialement, celui d'une réduction de 3 à 5% par an de nos émissions de carbone à l'échelle d'un territoire comme la France, tout en étant capable de stopper l'éradication de la biodiversité et de faire de la restauration des écosystèmes, mais c'est plutôt une réduction de l'empreinte carbone de 8 à 10% par an, à travers un mélange d'efficacité énergétique, de changement des modes de consommation, d'innovation responsable et durable, et d'une organisation différente de nos territoires. C'est d'ailleurs dans cette perspective-ci que, en tant que directeur de Green Cross, on m'a demandé de prendre la présidence du Learning Center de la ville durable de Dunkerque et de contribuer comme ceci sur un projet structurant de territoire qui est accompagné d'une démarche territoire d'innovation portée par le Grand Emprunt avec 30 millions d'euros d'investissement pour faire en sorte que ce territoire, où aujourd'hui on produit de manière concentrée 2% du CO2 émis par la France,
France, avec l'héritage d'un système industriel conçu dans le XXe siècle avec des yeux qui étaient exactement ceux du XXe siècle, des héritages lourds comme celui d'une centrale nucléaire en fin de vie sur une technologie qui est désormais obsolète, mais aussi des capacités d'innovation systémique fortes. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Grande Sainte, le film qui est particulièrement inspirant sur l'histoire de ce territoire, des capacités également à se réinventer pour construire la résilience autour de la pluriactivité et en faire en sorte que l'innovation soit à la fois de l'innovation incrémentale et de l'innovation de rupture maîtrisée et utile, en faisant par exemple de l'hydrogène incrémental qui circule d'ores et déjà dans les camions de poubelle et les véhicules de transport public à travers l'éthane, un mélange de gaz et d'hydrogène, en travaillant sur des technologies beaucoup plus avancées comme les microalgues et la capture de CO2 concentré, plus les énergies renouvelables de proximité, l'éolien et le solaire, pour être capable de mettre en place les prémices d'un système d'hydrogène 100% renouvelable, tout en n'oubliant pas une conception à l'écoute des populations et le fait qu'on travaille sur une transition sociétale forte, puisque quand le revenu moyen par habitant est de l'ordre de 8 000 € par an, il faut forcément être dans une logique de perception systémique de la transformation, où on est sur quelque chose où l'accompagnement sociétal, l'éducation, le savoir, la culture sont au cœur du projet, au même titre que la construction de systèmes alimentaires territoriaux, la construction de boucles énergétiques locales, et tout ceci est consolidé par une dynamique avec un forum permanent de la transition écologique, un learning center de la ville durable et une ouverture sur le monde. Je pourrais également vous parler donc du travail que j'ai opéré ici en Nouvelle-Calédonie, que ce soit à l'échelle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui est en train de se mettre en place une procédure de déclaration de l'état d'urgence climatique et environnementale pour être capable d'avoir les moyens et les mesures appropriées à la situation que je décrivais tout à l'heure, qui impose des actions rapides, radicales et efficaces. D'autres territoires l'ont fait, je pense à San Francisco, je pense à Paris, je pense à de nombreuses régions et pays de par le monde qui sont déclarés d'ores et déjà en situation d'urgence climatique et environnementale, et à cette récente décision du Parlement européen, le 29 novembre de cette année, qui a fait en sorte que sa première résolution d'installation soit bien de marquer et de remarquer cet état d'urgence. On peut se poser la question par rapport à ceci, de où en est notre système éducatif, ce bien commun qui nous a permis de devenir des ingénieurs centraliens, et est-ce que oui ou non, nos formations d'ingénieurs sont à la hauteur des enjeux de l'histoire. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la Climate Week à New York, et j'ai assisté à un échange que je pense historique entre d'un côté Jean-Michel Cousteau et de l'autre le grand chef Raoni, qui représentait donc les populations amérindiennes d'Amazonie, en particulier de l'Amazonie brésilienne. Les deux ont échangé et ont dit « l'Amazonie brûle, les océans brûlent, les pôles brûlent, et si nous n'arrivons pas à éteindre l'incendie, nous n'atteindrons pas la paix. » Et c'est bien de ceci que nous avons parlé. J'ai entendu quelqu'un d'autre, M. Paul Polman, l'ancien CEO d'Unilever, qui aujourd'hui a la mission au sein du World Economic Forum de Davos de mobiliser l'ensemble de ceux qui font l'économie planétaire pour lutter contre le dérèglement climatique, nous dire dans cette lutte contre le dérèglement climatique et pour une planète préservée, le business a un rôle essentiel à jouer et c'est lui qui doit impulser le changement. Les années 90 ont été les années de l'irresponsabilité et d'une croissance qui n'intégrait pas les externalités. Les années 2000 ont été celles de la financiarisation et de l'assurance autour de l'économie, et à travers ceci, on est arrivé à réinternaliser une partie du risque et à retravailler sur une éthique de la responsabilité. Et aujourd'hui, il est essentiel pour être capable d'assurer la profitabilité des entreprises sur le moyen et sur le
long terme de travailler sur cette dynamique où l'éthique, la responsabilité, la capacité à préserver, voire à restaurer le bien commun sont des valeurs essentielles à porter au sein d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance et qui s'incarnent comme tout autant de maillons de la réussite économique. Il y avait, à la fin des années 90, trois visionnaires dont vous reconnaîtrez probablement Yvon Chouinard, le créateur de Patagonia, peut-être moins Ray Anderton, qui est aujourd'hui à la tête d'un groupe international, Interface Flore, qui fabrique de la moquette industrielle. Et le troisième s'appelle Amory Lovins et a intervenu comme conseiller des présidences Clinton et Obama. Et les trois disaient, notamment quand ils étaient en cours auprès de MBA, un jour, on enfermera des patrons parce qu'ils n'auront pas compris ni intégré dans leur processus industriel la responsabilité qui leur revient de préserver la planète, et un jour certains réussiront uniquement par leur capacité à transformer positivement le monde. Et c'est bien de ce shift économique que nous parlons, c'est de ce shift économique dont nous voyons aujourd'hui s'installer les prémices, et c'est une transition qui est en train de s'inscrire dans toutes les économies du monde. Bien sûr, on entend souvent quand on parle des États-Unis la politique fédérale de Trump, mais il faut aller constater ce qui se passe à Los Angeles, à San Francisco, ce qui se passe au Texas, ce qui se passe également en Floride et toutes ces politiques de la résilience qui sont en train de se mettre en place. La Chine, autour de l'économie circulaire, autour de la reconquête de la santé environnementale et de la marche forcée vers une reconquête de la qualité de l'air, de l'eau, des sols, vers également la suppression du plastique jetable à usage unique et le fait de retravailler sur des filières vertueuses, est parti de très loin, mais en train de changer en grande vitesse. Et par rapport à ceci, l'Europe est dans une dynamique où elle a beaucoup parlé, mais où finalement elle n'a pas agi autant que sa responsabilité lui permettrait de le faire. C'est là où il peut être intéressant, précisément, de se poser la question de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce qui doit se passer du côté des écoles d'ingénieurs, de notre école centrale de Lyon, et également du côté de la formation, de l'animation et de ce que nous devons apporter pour que le réseau des centraliens soit complètement en phase avec l'histoire, en avance avec son temps et en mesure d'impulser les ingénieurs qui seront à l'avant-garde de la transformation économique de nos sociétés et qui seront à l'avant-garde de ces enjeux de transition écologique. Et là, j'ai le regret de constater que beaucoup reste à faire. Une grande partie des enseignements, de leur structuration et de l'état d'esprit dans lequel ils sont dispensés, sont restés à l'époque de la France, du Minitel, des Concorde et des centrales nucléaires. Sur aucun de ces choix, vous avez remarqué, il n'existe plus aujourd'hui ni de modèle économique, ni même d'aspiration sociétale. Parce que ce sont des modèles perçus en chambre, d'une manière quasiment autiste, autour d'une notion qui relevait vraisemblablement plus du scientisme que de l'interaction entre la science et la société, et qui était en phase au final avec une certaine vision vue d'un certain prisme, d'un petit bout du cahier des charges, mais qui n'avait pas cette vision holistique et cette capacité à mettre en rapport la science, l'économie, la société civile, à penser l'éthique, à penser le temps long, à penser également tout ce qui peut constituer la vulnérabilité comme la résilience de nos modèles sociaux et en faire en sorte que le profit, l'innovation soient en pleine phase avec la responsabilité d'entreprise. Et l'époque que nous vivons est une époque charnière par rapport à ceci. Certaines personnes aujourd'hui sont en prison parce qu'elles n'ont pas su dans leurs spécifications ou dans leurs relations avec les fournisseurs et avec les donneurs d'ordre intégrer en fait des phénomènes de responsabilité qui fait que la santé des populations a une valeur supérieure au coût auquel on serait capable de vendre une automobile et à la manière dont on pourrait regarder la réglementation non pas avec la volonté d'être à l'avant-garde mais avec la volonté
volonté d'être sur la ligne jaune à la marge du système. Et à contrario, d'autres groupes industriels, notamment très puissants et très structurés historiquement autour d'une famille, je pense à Peugeot, Citroën, ont su s'allier et aller chercher les capitaux chinois pour se réinventer autour d'une entreprise planétaire qui est en train de vendre de la mobilité sous toutes ses formes. On aurait également pu citer Toyota avec son modèle multilocal et l'analyse des différentes vies qui peuvent se structurer autour d'une automobile, ou on aurait pu également regarder la manière dont Airbus est en train de préfigurer le monde de demain dans l'aéronautique, alors même que la honte de l'avion n'a jamais été aussi importante dans la société civile et nécessite à la fois des réponses techniques, des réponses sociétales et une bonne compréhension des enjeux environnementaux et de gouvernance. Ce sont une partie des défis qui attendent notre communauté. Une autre partie se situe également dans la manière dont nous comprenons les sciences de la vie, dont nous sommes capables d'être à l'avant-garde de l'économie circulaire, dont nous sommes capables d'être à la fois inspirés, inspirants, et un des modes de la diversité internationale autour de la formation des écoles d'ingénieurs pour construire des ingénieurs humanistes, acteurs de leur société, entrepreneurs de leur vie et qui nous permettent de répondre aux défis climatiques, environnementaux, humains d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce que je comptais apporter à notre réflexion centralienne aujourd'hui. J'aurais adoré le compléter avec la convivialité d'être ensemble aujourd'hui, mais on doit apprendre à vivre avec l'aléa de la mobilité, à utiliser aussi le potentiel des communications pour être là quand ça peut être utile. Peut-être que demain j'apparaîtrai en hologramme, ou peut-être que vous n'aurez plus envie de me voir et de passer à autre chose, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi de débat. Bonne journée, bonne continuation et mes amitiés centraliennes à toutes et à tous.